Bonjour à tous, donc je suis Jean-Michel Perc, de l'école de physique de Marseille, promo 89. Donc j'ai fait toute ma carrière en tant qu'informaticien et analyste de données dans des sociétés de services, dans des grosses sociétés de services informatiques. Et en même temps, j'ai été représentant du personnel, donc élu au comité d'entreprise, dont une des fonctions est de suivre l'économie de l'entreprise dans l'intérêt des salariés. Ceci m'a donc conduit à faire de l'intelligence économique et sociale au sein de mes entreprises. Et l'intelligence économique, donc j'ai fait une formation en intelligence économique et sociale à Sciences Po Ex. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai appris dans le cadre de mes études et puis aussi avec des analystes et en particulier un copain qui était analyste pour l'OTAN. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos représentations du monde sont bouleversées par cette crise que nous connaissons. Et les acteurs économiques cherchent à comprendre. Il y a beaucoup de secteurs qui souffrent, la santé, les télécoms, mais il y a beaucoup de secteurs aussi qui vont se développer comme la santé, l'e-commerce, les télécoms. Donc, nos dirigeants vont se poser de nombreuses questions, tout le monde se pose des questions. Alors, nous allons devoir comprendre nos environnements, et en même temps, mais en plus, en général, ce que nous faisons en général dans l'intelligence économique, c'est que nous cherchons à protéger l'information et à influencer l'environnement. Simplement, il y a des auteurs qui disent l'intelligence économique se limite à comprendre l'environnement, d'autres euh, ajoutent la protection et l'influence sur l'environnement. Je me cantonnerai à vous présenter des manières de comprendre notre monde économique euh, en utilisant beaucoup ce qui est publié par les gens de la CIA, et donc j'ai une vision très anglo-saxonne de la chose. Alors pour comprendre le monde, on comprend le monde pour un destinataire, ce que j'appelle un client, qui peut être un vrai client, donc dans le cadre des analystes, des consultants, ou alors un dirigeant, donc votre chef, votre patron, vos salariés dans le cadre d'un comité d'entreprise, ou alors des actionnaires. Donc ce cycle de l'intelligence va partir de ce demandeur d'information pour y revenir. Le demandeur d'information, il va falloir obtenir de lui qu'il formule des questions. Une fois qu'il aura formulé ces questions, on va collecter de l'information pour y répondre, mais ça ne suffit pas. C'est un petit peu le travers des Français, on se limite à la collecte d'informations. Cette information, il faut l'analyser, la structurer, lui donner du sens. Donc, on va voir un petit peu comment ça se produit, c'est plutôt là que j'interviens. Et puis, une fois qu'on aura donné du sens et fourni ces informations, il va falloir restituer ce que l'on a appris, ce que l'on a découvert au client final, au destinataire final. Et quand le destinataire aura compris, aura saisi de votre propos, il va certainement vous poser de nouvelles questions. Et donc, on est reparti pour un tour. Donc, c'est ce que nous appelons dans notre milieu le cycle de l'intelligence. Cycle de l'intelligence qui concerne aussi bien l'intelligence économique que l'intelligence de renseignement d'État, l'intelligence géopolitique, etc. Alors, une bonne question, c'est quoi? C'est une question. Donc, on va détailler tout ça et on va passer. On va commencer par les questions. Une bonne question. Pour définir une bonne question, il faut connaître son client. Connaître son client, c'est connaître sa culture, connaître ses attentes, connaître ses préoccupations du moment, sa connaissance du sujet et aussi son emploi, c'est-à-dire sa capacité d'action au sein de son organisation. Une bonne question pour le client est une question pertinente, c'est-à-dire qu'elle est focalisée sur un aspect du sujet émergent, du problème, ou elle concerne un challenge de grand intérêt pour le destinataire. Elle est opportune, c'est-à-dire qu'il y a un événement attirant l'attention qui justifie la nécessité d'alerter le client, le destinataire, sur ce point à ce moment donné. Elle permet d'agir, c'est-à-dire qu'elle a des conséquences pour le destinataire qui vont lui permettre d'influer sur le monde. Alors, on peut la détecter en se posant la question et alors? Si la question et alors n'admet pas d'autre réponse que rien, ça veut dire qu'elle ne permet pas d'agir. Donc il faut qu'il y ait d'autres réponses que rien. Elle admet plusieurs réponses, c'est-à-dire que la question est posée de façon telle qu'elle conduit à plusieurs choix plausibles. Et enfin, elle est bien formulée, c'est-à-dire qu'elle est formulée de façon précise au vu du contexte. Et elle est précisément rédigée, c'est-à-dire qu'elle est rédigée de manière non ambiguë,
et elle est comprise par le client. Une fois qu'on a posé une liste de questions, il va falloir rechercher de l'information pour y répondre. Donc cette recherche d'information, aujourd'hui, Internet est roi. Et donc on va disposer de 4 sources d'information: Internet, les enquêtes, les humains et le papier. Dans Internet, il va falloir utiliser les moteurs de recherche. Pour utiliser les moteurs de recherche, il faut connaître les facultés, les possibilités, les outils, enfin comment ça s'utilise, et en particulier disposer de mots-clés précis, stratégiques, savoir qu'il faut entourer de double quotes, de double guillemets, pour rechercher une chaîne de caractères précise, savoir qu'on peut éliminer des contenus par un moins, un signe moins, rechercher sur des URL précises, rechercher des types de fichiers précis. Sur Internet, on va plutôt privilégier les fichiers de type PDF qui contiennent de l'information réputée plus fiable. Et on va plutôt laisser tomber les pages web, les discussions, les forums, etc. Et je vous en passe des meilleurs, style Facebook. Dans les intranets, ce sera plutôt de l'information structurée que l'on va chercher, c'est-à-dire des fichiers Excel, ou alors des éléments tels que qui ont déjà été structurés, qui ont déjà été préparés. Donc là, on va chercher des fichiers PowerPoint ou des fichiers PDF. Enfin, il y a toujours la possibilité de faire du hacking. Alors, le hacking, c'est compliqué et c'est interdit. Donc, bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est ce que font les services de renseignement. Mais bon, à notre niveau, on peut peut-être éviter. Une autre source d'information, ce sont les enquêtes. Les enquêtes, elles permettent d'avoir une vision chiffrée du sujet. Et elles peuvent être sous forme de papier, ou elles peuvent être sous forme électronique ou sous forme téléphonique, même si ça requiert des institutions de l'âge. Donc, la première difficulté, c'est qu'il va falloir définir un périmètre de personnes concernées qui peuvent répondre. Et le second point à garder présent à l'esprit, c'est qu'une enquête doit permettre des croisements d'informations, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir recouper des critères et des éléments à l'aide des tests statistiques que vous connaissez bien, donc les tests de Kideux que vous avez vus quand vous étiez étudiant, puisqu'il y a des étudiants parmi nous, ou tests de Fisher et autres. Sinon, on peut utiliser le renseignement humain. Le renseignement humain, ça consiste tout simplement à aller demander de l'information aux sachants. Dans une entreprise, ce sont typiquement les directeurs financiers, les directeurs des ressources humaines, les directeurs des opérations, etc. Enfin, on peut utiliser le papier, le bon vieux papier, la bonne vieille documentation, qui va permettre d'avoir une vision très générale du sujet. Une fois que nous aurons collecté nos informations, il va falloir les analyser. C'est là que la France pêche en général. Et on va avoir un grand nombre d'activités d'analyse. En particulier, on va décomposer, visualiser les sujets, générer des idées sur le sujet, générer des hypothèses, analyser des scénarios, évaluer les causes et les effets, tester la robustesse des hypothèses, etc. Donc il y a toute une tas de techniques qui sont décrites dans la littérature anglo-saxonne et malheureusement absentes de la littérature française ou très peu présentes dans la littérature française. Donc je vais vous présenter quelques techniques, mais il faut savoir qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui sont répertoriées dans les livres, dans un livre de la CIA qui s'appelle Structural Analysis Techniques for Intelligence Analysis de Richard Hoyer. Donc, la première technique, ça consiste à faire du brainstorming. Le brainstorm, c'est générer des idées, c'est-à-dire qu'on va demander à des gens de se réunir. Ces gens connaissent le sujet pour la plupart d'entre eux, mais il est toujours intéressant d'avoir un candidat. Et on va leur demander de mettre sur des post-it leurs idées à propos du sujet. Une fois qu'ils auront réfléchi à ça en silence, ils vont prendre leur post-it et aller les mettre sur un tableau, en vrac. Quand ils auront mis en vrac, on va demander à quelques personnes dans le groupe de regrouper ces idées par thématique. Et donc les idées qui se regroupent, qui se rassemblent, enfin par ces sous-ensembles. Ces sous-ensembles, on va demander au groupe de donner un mot qui le résume. Il va falloir porter une attention toute particulière aux idées orphelines, à celles qui ne tombent dans aucun groupe, parce que ces idées-là, ce sont soit des stupidités flagrantes, ce qui est dans 20% des cas, soit des idées très pertinentes, mais plutôt pour un autre sujet qui va arriver ensuite. Et puis, on va collecter tout ça, et on va se définir un plan d'action. Donc, un brainstorm, c'est tout sauf une réunion où on bavarde à bâton rompu. C'est très structuré. Ensuite, on peut utiliser les cartes heuristiques. Les cartes heuristiques, ce ne sont jamais que des décompositions hiérarchisées des questions, des problèmes.
donc une vision structurée. Alors, je vous recommande l'utilisation d'emplois de logiciels gratuits parce qu'il y en a énormément sur le marché. Enfin, on va avoir une méthode qu'on aime beaucoup, qui est une méthode très utilisée dans le monde du renseignement, qu'on appelle l'analyse en hypothèses concurrentes, ACH en anglais. Alors, l'ACH a pour but de comparer des hypothèses au vu des faits, des éléments de preuve dont on dispose. Et l'objectif, c'est de tracer les hypothèses, non pas les plus confirmées, mais les moins réfutées. Pour faire cela, on va créer une matrice, et dans cette matrice, on va placer en colonne des hypothèses exclusives les unes des autres. Donc les hypothèses que l'on a formulées. En ligne, on va présenter des éléments de preuve qui confirment ou réfutent une hypothèse par rapport au sujet donné. Alors, on va regrouper ces éléments de preuve parce que si on a certains qui sont similaires, on va les regrouper en un seul élément de preuve. Et ensuite, on va mettre un score de crédibilité par rapport à la source de l'information qui nous arrive et un score de pertinence par rapport au sujet. Puis, pour chaque hypothèse et chaque élément de preuve, on va mettre un score si ça confirme fortement, si ça n'a aucune influence, si ça infirme ou si ça infirme fortement l'hypothèse. Et donc, on va construire sa matrice comme ça. Et à la fin, on va avoir un ensemble d'hypothèses plus ou moins réfutées, et on va regarder les hypothèses les moins réfutées. Ensuite, on va remettre tout ça en cause en se disant qu'est-ce qui se passe si certaines de mes hypothèses sont moins pertinentes que je le croyais, ou si certains de mes facteurs de preuve les plus pertinents, les plus évidents, sont erronés. Et on va remettre en cause, et on va noter l'impact sur le résultat. Et puis on va noter l'impact, on va regarder ce qui s'est passé, et donc ça va nous permettre de savoir quelles sont les hypothèses les plus intéressantes, quelles sont les hypothèses que l'on doit privilégier, sans jamais en exclure aucune. Donc ça permet de tester des hypothèses, mais on va pouvoir ensuite, par d'autres techniques, tester leur robustesse. Une chose à faire aussi, c'est d'utiliser l'analyse pré-mortem. Ce qu'on appelle l'analyse pré-mortem, c'est une technique qui consiste à tester la robustesse d'un plan, d'un projet au sein d'une entreprise. Donc ça, vous avez tous vu des projets magnifiques et qui ont superbement échoué. Et bien là, on va le faire, mais un peu par avance. C'est-à-dire qu'on va réunir un ensemble de gens au fait d'un projet et on va leur demander d'imaginer, de se placer au moment où le projet a pleinement abouti, en quelques mois, et on va leur dire, voilà, le projet est un échec complet, total, c'est cuisant, bon. Mettez-vous pour des quelques minutes à réfléchir, et pendant ces quelques minutes, écrivez le scénario de cet échec. Donc chacun va écrire, puis une fois qu'ils auront fait ça, on va leur demander de présenter chacun son scénario. Et on va noter les résultats. Cette technique a l'avantage de mettre en lumière des éléments que l'on a involontairement ignorés, plutôt par biais de confirmation et par des biais cognitifs, pour justifier le plan. Donc ça va permettre d'éviter de se planter. Faut savoir que le but de toutes ces techniques d'intelligence, des techniques d'analyse, c'est de lutter contre les biais cognitifs que vous avez peut-être connus au travers des ouvrages de Daniel Kahneman, en particulier Système 1, Système 2, qui est très connu. Tout ça et toutes ces techniques, et en particulier la CH, où quand on va vouloir suivre des phénomènes, il va falloir utiliser des indicateurs. Alors, un indicateur, c'est un élément d'information qui permet de suivre l'évolution d'un phénomène. Les indicateurs sont des thèmes majeurs de l'intelligence économique. Ce sont des phénomènes observables qui peuvent être consultés périodiquement pour suivre un événement, une tendance ou détecter des changements imprévus. Ce sont les KPI de nos entreprises. Et ce sont très souvent des variables quantitatives. Donc, à ce titre, nous, ingénieurs, sommes très souvent amenés à les calculer, à les élaborer. Et en particulier, les indicateurs sont au cœur des data science et de la data analyse. Donc, le but de la data analyse, c'est souvent de générer des indicateurs qui vont permettre aux décideurs de se forger une opinion. Alors,
Un bon indicateur est un indicateur observable, c'est-à-dire que les données peuvent être collectées pour les traiter. Il est valide, c'est-à-dire qu'il est pertinent au regard du sujet traité. Il est fiable, c'est-à-dire que les données doivent être restées cohérentes si on les connaît, si elles sont acquises par des méthodes similaires. Il est stable, c'est-à-dire qu'il permet une comparaison dans le temps. Et enfin, il est unique, c'est-à-dire qu'il mesure une chose et une seule, l'ensemble des indicateurs permettant de suivre le phénomène. Donc, à partir de là, on peut définir un bon indicateur. Les indicateurs peuvent être traités à l'aide de pas mal de logiciels. Je vous en ai mis quelques-uns. Power BI, c'est peut-être le plus connu. Il y a aussi Tableau. Tableau est gratuit quasiment. Et puis, vous pouvez aussi utiliser de l'analyse de données avec des logiciels style RStudio. Donc, tout ça, ça permet de préparer une présentation. Et donc, j'en arrive à l'étape ultime où on fait la restitution. Oui. Donc, nous avons à peu près 3 types de restitution. Les restitutions écrites, qui jusque dans les années 80 représentaient à peu près 80% des restitutions au sein de la CIA, 20% étaient sous forme de présentation orale, et puis maintenant nous avons les présentations orales qui représentent 80% des restitutions. Donc les ouvrages anglo-saxons donnent des techniques pour rédiger des rapports, pour rédiger d'ailleurs, au-delà des rapports, je vous conseillerais d'utiliser ces techniques pour rédiger toutes sortes de documents, ou pour faire des présentations. Pour faire une présentation, il faut connaître son destinataire, et une présentation ou un rapport. Donc toute restitution nécessite de connaître le destinataire. Et là, on revient à ce que je disais au début par rapport au client, au destinataire, c'est-à-dire qu'il faut connaître le client, connaître le destinataire, connaître sa culture, ses attentes, ses centres d'intérêt, son agenda, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. C'est ce qui va vous permettre de réaliser une bonne présentation, une bonne restitution. Ensuite, il faut se poser la question, donc il faut connaître l'audience. Il faut connaître aussi le sujet. Donc le sujet, il faut se poser la question de savoir pourquoi les personnes qui vous écoutent ont intérêt à vous écouter, quels sont les propos qui doivent les marquer, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les sujets de préoccupation. Il faut ensuite définir le message, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme information, qu'est-ce qui est pertinent pour le client. Et enfin, il faut se définir une trame narrative, quelque chose qui va intéresser, qui va suivre, et qui va faire passer le message. Un plan standard qui peut être assez sympa, c'est de définir le quoi, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est arrivé, quel est l'événement qui s'est produit, pourquoi maintenant, donc pourquoi cet événement s'est produit, quelles sont les forces qui ont agi, qu'est-ce qui a joué et qui a fait que c'est arrivé maintenant, quel est l'impact jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé de par ce développement. Donc l'impact jusqu'à présent, donc c'est juste ce qui a changé. Les perspectives, c'est-à-dire jusqu'où ce développement, jusqu'où ce qui s'est passé peut aller. Et puis les implications, ce que ça signifie pour le public cible. Donc il faut vraiment voir tout cela. Et ensuite, on va pouvoir faire une restitution, soit une restitution orale, soit une restitution écrite. À l'oral, je vous conseille de faire court, moins de 20 minutes, de répéter votre présentation et aussi de vérifier votre environnement avant de faire la présentation parce qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, un micro qui ne marche pas, un PowerPoint qui ne se déclenche pas, etc. À l'écrit, je vous conseille de faire synthétique, de structurer un plan et aussi, une chose que je vais vous demander, c'est de toujours citer vos sources parce que ça rend votre document, ça rend votre présentation crédible. Dans tous les cas, gardez présent à l'esprit que le temps du destinataire est précieux pour lui, et donc plus vous ferez court, plus il sera satisfait et plus il aura de chances d'être intéressé. Et puis en plus, son esprit n'est mobilisable que 20 minutes. Au-delà, il n'entend plus rien. Donc, quand vous aurez fait ça, le destinataire va peut-être se poser d'autres clients et revenir vers vous pour vous poser de nouvelles questions. En conclusion, l'intelligence économique ou autre d'ailleurs, repose sur 4 activités. Exprimer un besoin sous forme de liste de questions, chercher et identifier les informations qui permettent de répondre à ces questions, identifier les perspectives les phénomènes sous-jacents, donc leur donner du sens, et puis restituer, partager les résultats avec un destinataire. Si j'ai un message à vous transmettre, c'est que pour chacune de ces activités, il existe des techniques qui sont disponibles dans la littérature, en particulier dans la littérature anglo-saxonne. Et
Donc, ces techniques vont permettre de satisfaire le client. Donc, je vous fournirai ma présentation avec quelques références donc, ensuite, puisque bon, il y a des documents, il y a des listes, une bibliographie, quelques sites intéressants à consulter. Donc, pour terminer, je dirais que, selon le mot de La Rochefoucauld, tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Donc, même si nous ne plaignons pas de nos jugements, il nous est toujours profitable d'utiliser des outils pour l'améliorer. Et donc, j'espère que ma présentation vous aidera et vous convaincra d'utiliser ces outils. Avez-vous des questions? Voilà, j'en ai terminé. C'est Sylvain, ouais. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais savoir, enfin, quelle est pour vous la définition d'intelligence économique en fait? L'intelligence économique, c'est la capacité, un ensemble de techniques, de savoir qui permettent de comprendre le monde économique qui nous entoure. Le but, c'est de comprendre. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de comprendre l'environnement économique dans lequel nous évoluons. Au-delà, on peut y ajouter la protection des données, et donc en particulier, on va avoir toute la sécurité informatique, et on va avoir les stratégies d'influence. J'accepte les deux définitions. Voilà. Ok. Ok. Et qu'est-ce que vous faites, enfin, En comme fait, job? ce que je fais, moi, c'est que je collecte. Alors, comme je le disais au début, je suis représentant du personnel au sein de mon entreprise. Enfin, j'ai été représentant du personnel puisque j'ai quitté mes mandats. Et disons que au sein de mon entreprise, j'ai un rôle d'agitateur. C'est-à-dire que je m'amuse à collecter de l'information et cette information me permet d'apprécier l'évolution de l'entreprise et de savoir si les accords qu'on vient de signer sont pertinents, qu'est-ce qui se passe comme phénomène. Voilà. En pratique, moi, je suis dispensé d'activité dans mon entreprise, entre guillemets. Ok, merci. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Est-ce qu'il y a des conversations? Oui. Bon, elle est riche. Pas d'autres questions? Ok, ok. Si vous avez besoin aussi, donc, pour les analyses en hypothèse compétitrice, une hypothèse concurrente, il y a un petit logiciel qui n'est plus disponible sur le web, qui était fourni par le Palo Alto Research Center, donc il est en anglais. Et j'en ai gardé une copie. C'est un exécutable Java, donc ça tourne sur n'importe quelle machine. J'en ai une copie, et ça serait bien de le traduire en français. J'aimerais bien en faire une version freeware, mais bon, n'étant pas vraiment calé dans ces développements-là, je ne peux pas le faire. Ok. Et il fait quoi ce logiciel? Alors ce logiciel, c'est le logiciel que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il calcule les scores de réfutation des hypothèses en fonction des éléments de preuve dont on dispose. D'accord. Donc ça permet de se faire, plutôt que de le faire sous Excel, et en plus les pondérations sont définies par des experts de la CIA. Ça marche assez bien. Et ça permet donc de trier les hypothèses. Évidemment, la question, c'est de formuler les bonnes hypothèses, et donc d'avoir des hypothèses exclusives, et éviter ce qu'on appelle le coup de fusil dans les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formulé une hypothèse, comme on l'a formulée, on se dit c'est la bonne, il n'y en a pas d'autre. L'une des difficultés principales dans notre action, c'est justement quand on a trouvé une hypothèse, en formuler d'autres. D'où la nécessité de travailler en équipe, et d'où la nécessité de partager de l'information dans le monde de l'intelligence. Aussi curieux que ça puisse paraître, le monde de l'intelligence est un monde très coopératif.
Juste pour rebondir sur ta présentation, pour répondre aussi à la question sur la définition de l'intelligence économique, c'est toutes les techniques qui ont été présentées aujourd'hui, ça sert à justement éviter les biais cognitifs et éviter les raccourcis de pensée que l'on se fait généralement. Et le but de formuler plusieurs hypothèses, c'est d'éviter de partir tête baissée dans une hypothèse et de trouver que des informations qui vont valider notre hypothèse et mettre toutes les informations qui discréditent notre hypothèse de côté. Et donc, c'est vrai que il y a beaucoup de... Donc, pour ma part, moi, je travaille dans l'intelligence économique depuis maintenant 10 ans et il y a beaucoup de techniques d'analyse que je ne connaissais pas, donc qui ont été montrées aujourd'hui et qui sont très intéressantes et qui permettent justement d'éviter tous ces biais cognitifs. Alors, je sais pas, excuse-moi, je ne vois pas qui y parle. Donc, excuse-moi, je n'ai pas de citer C'est ton prénom. Maxime Perret. On s'est eu Maxime, au Maxime, téléphone bonjour Maxime, comment la vas-tu? semaine dernière. Oui, donc, alors, je te l'avais déjà dit, je t'ai envoyé mes références, je t'avais envoyé ma présentation un Ouais, petit peu en avance, on avait oui, j'ai échangé. vu. Ouais. Franchement, pour toi, euh, si tu, enfin, je te donne l'ordre, je t'intime l'ordre, je le dictateur hein, dans mes jours. Le bouquin de Structural Analysis Techniques for Intelligence Analysis, il faut l'avoir lu, quoi. Quand on est dans le monde de l'intelligence, il y a ceux qui ont lu ce bouquin, qui font de l'analyse, et il y a ceux qui l'ont pas lu. C'est pas le même monde. C'est quoi? C'est la différence entre un ingénieur diplômé et le mec qui a le bac. Voilà, c'est tout. Ah oui, Et, j'ai vu les liens, j'ai été voir les sites et c'est vrai que c'est très intéressant et on a tendance à utiliser de façon assez intuitive toujours les mêmes techniques et d'avoir un panel plus large. Ça permet de mieux comprendre les sujets qui nous sont proposés par les différents clients. surtout que l'avantage du bouquin que j'ai cité, c'est qu'il me présente de manière très succincte la technique, enfin, ils disent comment ça se passe, d'où elle vient, et surtout dans quel cas l'utiliser. Je ne sais pas si Ouais. tu es heureux. Je ne l'ai pas C'est-à-dire, encore acheté, mais je vais aller voir ce livre. ah ben, enfin, franchement, si tu peux te faire payer par ta boîte, c'est pas du luxe, je dirais même. Je vais voir. Enfin, franchement, ta boîte, je vois pas comment une boîte d'intelligence économique, une boîte d'intelligence, se passer des bouquins de Hoyer et de Pearson. Euh, non, en gros, c'est l'Église catholique qui se passe de la Bible, quoi. C'est vraiment c'est, enfin, Hoyer, c'est vraiment le pape dans le domaine de l'intelligence. Il vient de la Ouais. CIA, hein. C'est le mec qui a justement travaillé sur ces biais cognitifs. Et je lisais hier des documents de la CIA des années 50. Ça ressemble pas du tout aux notes de la CIA d'aujourd'hui. Les analyses de la CIA d'aujourd'hui, quand on va sur le site, il y a il y a de très bonnes analyses économiques et de vision du monde. Ça ressemble pas du tout aux notes des années 50. On voit le très net progrès. Et en particulier, un des problèmes majeurs aussi qu'ont les analyses de la CIA, surtout actuellement, vous allez comprendre pourquoi, c'est de faire passer leurs idées et de faire passer leur vision auprès des décideurs politiques. Bon, aux États-Unis, actuellement, faire passer une vision au président des États-Unis, c'est un peu difficile. Ça l'a été à une été pour notre époque. Mais l'actuel et locataire de la Maison-Blanche est compliqué pour les agents de la CIA. Ah, et pas que. Mais pas que. Il est compliqué pour beaucoup de monde. Ouais. Enfin, c'est pas grave. S'il attrape le Covid, il va se prendre sa bouteille d'eau de Javel, ça va le soigner. Bon, ok. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera un petit peu envie de creuser tout ça, de les chercher. Il y a des bouquins, euh, certains ouvrages sont gratuits, et en particulier, il y a un livre blanc en français euh, qui, qui donne quelques techniques, mais qui est succinct. On parle aussi
rentre dans cette technique, le fameux SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, donc force, faiblesse, opportunité, dans risque. Ça rentre là dans les diagrammes, les Gartner Magic Quadrants et compagnie. Ça relève de ça. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vous dis, les bouquins que je cite, il y en a une 50aine dedans. Donc, évitez de partir bien en tête en vous disant « je sais ». Le conseil, c'est faites preuve d'humilité. À la fin, ça paye.